Déconstruire la déconstruction. C'est le projet que s'est fixé Eugénie Bastier dans son dernier livre, La dictature des ressentis. Émoji d'un homme enceint, théorie du genre, rôle de l'homme, de la femme, de la famille et de la civilisation. À une époque où l'émotion et les réseaux sociaux peuvent faire percevoir chaque contradiction comme une agression, Eugénie Bastier fustige un certain progressisme et propose un projet de société conservateur. Bonjour, je suis Eugénie Bastier, je suis journaliste au Figaro ainsi que chroniqueuse dans divers médias audiovisuels CNews, Europe 1. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est très important. Bonne vidéo. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Faux. Il n'y a pas de sous-culture. Je comprends pas trop la question. Mon fils sera déconstruit. Faux. Les réseaux sociaux abrutissent les gens. Vrai. Je regarde de la télé-réalité. Faux. Nous vivons dans une société patriarcale. Faux. Une main aux fesses n'a jamais tué personne. Vrai. Le débat est mort. Faux. Être conservateur est plus sensé qu'être progressiste. Vrai. Le body positivisme est important pour les femmes. Faux. Que le métier de rêve des enfants soit youtubeur est une bonne chose. Ça dépend. Le travail du sexe est un vrai travail. Faux. Je suis fier d'être conservatrice. Vrai. On entend trop peu la droite sur l'écologie. Vrai. La cancel culture menace la culture française. Vrai. J'ai déjà utilisé l'emoji de l'homme enceint. Faux. Le numérique fausse et abîme nos rapports humains. Vrai. De nos jours, la contradiction est perçue comme une agression. Vrai. Je suis transphobe. Faux. La réforme des retraites est un sujet moins important que la révolution de l'intelligence artificielle. Vrai. Sex-éducation participe en bien à l'éducation sexuelle et affective. Faux. Dostoïevski et Tolstoï sont meilleurs que Balzac et Flaubert. Vrai. Nous sommes dans une ère individualiste, dans la culture du moi-je. Vrai. Globalement, le féminisme a rendu la société meilleure. Faux. L'amour est plus précieux que l'amitié. Vrai. J'écoute du rap. Faux. Je vais vous montrer un petit extrait d'une chanson de Booba, le rappeur. 9 de Yveron, ça s'appelle. La phrase qui dit les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Est-ce que la posture conservatrice, elle a du sens dans un monde qui évolue? Est-ce qu'on ne lutte pas contre l'évolution des gens, contre la société? D'abord, je crois que la posture conservatrice, elle a du sens quand justement la norme même du monde, c'est le mouvement, c'est le progrès, c'est le progressisme sans limite. C'est que je pense que depuis une cinquantaine d'années en Occident, on est allé trop loin dans une forme de progressisme illimité, dans une forme de déni même de certaines limites de la condition humaine, et que effectivement dans ce cadre-là, le conservatisme a du sens parce que nous avons trop déconstruit, nous avons trop détruit tout ce dont nous avons hérité. Et donc maintenant, oui, le conservatisme a du sens. Après, je ne dis pas qu'il a eu du sens tout le long de l'histoire. Je ne sais pas si j'aurais été conservatrice à une autre époque, dans d'autres contextes. Mais aujourd'hui, je le suis parce que j'estime qu'effectivement, le vent du progrès, le désir de révolution, le désir de balayer les héritages est allé beaucoup trop loin et que nous avons besoin de nous ressaisir, de notre héritage, de nos limites et de notre passé, de notre rapport au passé. Et donc, j'estime que le conservatisme est une forme de prudence politique en réalité. Le conservatisme, c'est de dire, c'est une attitude qui considère que de toute façon, l'idée utopique que l'on pourra faire le paradis sur Terre, qu'on pourra changer définitivement la société pour faire une société idéale, est une utopie qui conduit à la violence. Pour moi, l'attitude conservatrice, c'est avant tout une méfiance envers l'idée de révolution. Et qu'une révolution qui soit aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, l'idée de s'affranchir de tout héritage. Et cette définition du conservatisme comme prudence, je crois qu'elle est nécessaire aujourd'hui et qu'on en a en effet besoin. Alors, dans la deuxième moitié de votre livre, vous déplorez le fait que beaucoup d'intellectuels qui ont été considérés à gauche pendant des années, soient aujourd'hui, quelques décennies après, considérés comme des conservateurs ou des réactionnaires. Est-ce que leur posture est un progressisme, est un conservatisme de bonne aloi parce qu'ils gardent cette prudence à laquelle vous appelez de vos voeux, ou est-ce que c'est simplement qu'ils ne se sont pas emparés des sujets que la gauche aujourd'hui incarne, qu'on n'entend effectivement pas Alain Finkielkraut, Sylvana Gazinski, Michel Onfray parler de mal logement, d'évasion fiscale, de changement climatique,
de surpopulation carcérale, etc. Alors, il y en a un que je n'ai pas cité, qui est Jacques Julliard, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui était un grand intellectuel de gauche. Il appartenait à ce qu'on appelait la deuxième gauche. Et lui regrettait au contraire que la gauche ait abandonné une partie des sujets qu'elle portait en fait, qu'elle avait même inventé, la question de la nation par exemple, qui a été inventée par la gauche, la question de la sécurité, la question de l'école, qui est une question fondatrice de la gauche. Et il déplorait que ces sujets-là aient été abandonnés par la gauche et laissés à la droite. Et effectivement, notre système idéologique est, comme le disait Albert Thibaudet, sinistrogir, c'est-à-dire que en fait, les nouvelles idées naissent à gauche et il y a une sorte de flux de nouvelles idées qui naissent à gauche, de plus en plus radicales, qui fait que ça déporte l'ensemble de l'espace politique vers la droite. Précisément. Si vous étiez de gauche dans les années 70, vous vous retrouvez de droite aujourd'hui. Mais parce que la gauche, comme dit Edoui Plenel, c'est pas un insigne qu'on obtient une fois et qui sert de décoration à vie. C'est une forme de tapis roulant vers la droite, si on veut. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se saisir justement des aspirations potentiellement légitimes des gens qui apparaissent et qui naissent avec le temps? Moi, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est pas mon problème parce que je ne me suis jamais considérée comme de gauche. Simplement, je note qu'effectivement, non, ce n'est pas un insigne à vie, même si certains continuent justement de vouloir le brandir à tout prix, parce que c'est quand même une espèce de caution morale, être de gauche. Beaucoup d'ailleurs de ces intellectuels qui aujourd'hui sont en effet, pour être qualifiés de droite, refusent eux-mêmes d'être nommés de droite parce qu'il y a toujours cette espèce de prestige intellectuel de la gauche. Mais c'est pour ça que je pose la question, c'est-à-dire que même si vous ne vous considérez pas comme de gauche, vous déplorez que des personnes soient repoussées, entre guillemets, par des gens de gauche vers la droite, alors que... Je reproche effectivement un certain sectarisme à la gauche, c'est ça que vous voulez me faire dire. Effectivement, je pense qu'il y a une logique de pureté qui s'exerce à gauche et à l'extrême gauche, qui fait que on est toujours les enfants dévorent leur père en permanence et qu'on est toujours rattrapé par les formes de radicalité en permanence. On est toujours rattrapé par plus radical que soi. Et cette logique de pureté, je trouve qu'elle fait beaucoup de mal à la gauche parce qu'elle l'enferme effectivement elle la condamne en fait à être une minorité politique parce que elle est sans cesse en train d'épurer ses propres rangs et là où elle pourrait rassembler et élargir son spectre intellectuel et aussi électoral. Vous déplorez qu'on ait oublié la question de la nation, la question de l'école, qu'il y ait sans cesse ce renouveau. Quand est-ce qu'on entend la droite sur les sujets d'écologie, sur les sujets de violences sexistes et sexuelles, au-delà de taper sur des totems qui sont les woke, etc. La gauche a abandonné certains sujets à la droite et la droite a abandonné certains sujets à la gauche. La droite a abandonné par exemple le sujet de l'écologie, du féminisme à la gauche. Et moi je le déplore, je pense que la droite devrait avoir un discours articulé de droite, convaincant sur l'écologie et sur le féminisme, qui ne se contente pas de juste taper sur les écolos ou les Khmer verts ou ces arguments qu'on entend effectivement contre la radicalité écologique, mais qui offre une véritable alternative conservatrice, par exemple, sur l'écologie et conservatrice sur le féminisme. Je pense que la gauche n'a pas du tout le monopole de ces sujets. Vous me posez d'ailleurs la question, est-ce que le féminisme a fait du bien aux femmes? Je vous ai répondu faux de façon un peu provocatrice, parce que je pense que en réalité, la liberté des femmes est venue d'ailleurs que le féminisme, du féminisme. Elle est venue notamment par la droite. Par exemple, c'est le général de Gaulle qui leur a accordé le droit de vote. Elle est venue aussi de la technique, tout simplement. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez les moyens de contraception moderne, eh bien, effectivement, la liberté des femmes arrive ensuite. Le féminisme s'est parfois attribué la victoire, alors même qu'elle n'en était que finalement la conséquence et non pas la cause. Bref, mais je pense qu'on pourrait avoir un discours articulé, je ne sais pas s'il faut l'appeler féminisme, en tout cas sur le droit des femmes de droite. Et je déplore que la droite ait abandonné ces sujets effectivement à la gauche. Est-ce qu'on peut se dire que la droite qui entend, ou les conservateurs qui entendent préserver la civilisation, on peut se dire que ça a du sens de vouloir préserver les conditions d'habitabilité de cette planète pour l'espèce humaine, parce que c'est bien beau de porter au nu la chapelle Sixtine, mais enfin, elle a moins d'intérêt si on n'a plus d'eau potable à boire. Est-ce que l'écologie, ça peut être un nouvel idéal fédérateur, un projet de société, y compris pour des conservateurs ? Ah oui, moi je pense que ça peut être une matrice effectivement politique, un peu comme l'a été la République d'ailleurs, qui peut transcender d'ailleurs les partis politiques, mais on peut avoir aussi
tout le monde est républicain en France. Simplement, il y a des républicains de droite et des républicains de gauche. Je pense que tout le monde devrait être écologiste, mais qu'il peut y avoir une écologie de droite et une écologie de gauche, une écologie conservatrice ou une écologie progressiste. Alors, en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir tous la même définition de l'écologie. Et je pense que, pour moi, l'écologie, elle est éminemment conservatrice. C'est un projet conservateur, puisqu'il s'agit de protéger le monde, d'empêcher sa dévastation. C'est la définition même du conservatisme. D'ailleurs, l'écologie vient du grec oikos, qui signifie le foyer, la défense du foyer, et c'est pour moi totalement compatible avec l'idée de droite. D'ailleurs, je me suis plusieurs fois exprimée sur ce sujet, sur l'écologie de droite. Je pense que une écologie de droite doit mettre en valeur les vertus de prudence qui sont au cœur du conservatisme, je vous l'ai dit, les vertus de la préservation de la beauté du monde. On entend peu, je trouve, dans le discours écologique, un discours sur la beauté, sur l'esthétique, sur la nécessité de préserver nos paysages. Évidemment que la droite ne doit pas s'aligner bêtement sur une forme de technosolutionnisme ou de libéralisme à tout crin qui serait la droite gaz de schiste et autoroute. Moi, je trouve que ce serait aberrant et qu'elle suive notamment ce qui se passe dans la droite américaine, où une partie de la droite américaine est carrément climato-sceptique. Il est censé faire 21 degrés aujourd'hui, mais il fait super froid ici. Nous avons besoin de réchauffement climatique. Moi, j'appelle la droite à se saisir de ce sujet, à proposer des solutions. Et même au-delà des solutions, proposer un discours qui articule véritablement une vraie vision du monde autour de l'écologie, qui ne se contente pas de juste dire « Oh là là, les gens qui scotchent sur le béton, c'est pas bien, c'est du terrorisme vert ». On a parfois effectivement l'impression que c'est un discours qui manque, où vous déplorez dans le livre que les prêtres que des penseurs trans, vous parlez de Paul Preciado par exemple, soient comme des prêtres de Constantinople discutant du sexe des anges alors que les Turcs étaient aux portes de la ville. J'ai effectivement parfois eu du mal à comprendre certains ouvrages de Paul Preciado, mais on peut se poser la question quand même de cette absence peut-être de prise en main d'un sujet aussi fondamental que l'écologie, dans le sens où c'est plutôt sur CNews qu'on trouve des émissions qui parlent des forces du mal qui ressurgissent. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Alors qu'on a 50 degrés, on se dirige vers un monde où il va faire 50 degrés. Par 50 degrés, les rues seront-elles vides? Serons-nous volontairement confinés dans des magasins climatisés? Comment s'adapter dans la rue, chez soi et dans les transports? Oui, non, mais c'est marrant parce que pour moi, les deux plus grands périls, enfin, deux plus grands défis du XXIe siècle sont l'écologie et l'immigration. Ce sont les deux plus grands défis. Et je trouve sur le même plan? Je les mets sur le même plan, oui. Sur la même, je ne hiérarchise pas. Je pense que, en tout cas, pour notre civilisation, pour la manière dont, si nous voulons continuer à préserver le monde dans lequel nous avons grandi, vécu, il faut qu'on se saisisse des sujets parce qu'ils bouleverseront nos conditions de vie de façon irrémédiable. Et j'observe effectivement qu'il y a une hémiplégie de ce côté, c'est-à-dire que la droite parle beaucoup d'immigration et peu d'écologie, la gauche parle énormément d'écologie et jamais d'immigration. J'observe cependant que le climato-scepticisme est unanimement condamné. Par contre, l'immigration-scepticisme, lui, c'est quoi l'immigration-scepticisme? C'est de dire, par exemple, que l'immigration, ça a toujours existé, qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'avant, que de toute façon, la France a toujours été une terre d'immigration. En fait, c'est exactement comme dire que le réchauffement climatique a toujours existé, que de toute façon, au Moyen-Âge, il y avait un optimum médiéval. Pour moi, c'est exactement la même mentalité. C'est-à-dire de vouloir relativiser le problème, de ne pas vouloir voir ce que l'on voit, voir la gravité des phénomènes, nier le réel. Qu'est-ce qu'on voit sur l'immigration? On voit effectivement qu'il y a une immigration massive qui arrive. Vous avez 500 000 personnes qui arrivent chaque année en France et que nous ne maîtrisons pas ces flux migratoires et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de les absorber et de les intégrer. Que c'est un phénomène qui va s'aggraver probablement puisqu'il y a effectivement une démographie africaine qui fait que, et je n'en veux pas d'ailleurs aux gens qui en Afrique veulent venir en Europe puisqu'on leur fera un discours en leur promettant monts et merveilles, mais c'est un défi colossal. Comment nous allons arriver à gérer ces flux migratoires? Est-ce que nous allons
est-ce que nous allons sacrifier notre État-providence en ouvrant nos frontières? C'est un sujet majeur. Et voilà, je comprends pas que certains le nient, en tout cas le mettent sous le tapis en disant justement c'est pas un problème, le vrai problème, le seul et unique problème c'est l'écologie. Non, je pense que c'est des défis qui sont similaires dans l'ampleur de leurs conséquences. Vous estimez qu'aujourd'hui on a une hémiplégie et justement un aveuglement peut-être de la société sur ce sujet ou alors qu'on se concentre peut-être sur des questions comme la déconstruction qui seraient factices ou de moindre importance? La déconstruction, est-ce que c'est important de faire évoluer quand même, de questionner politiquement et sociétalement les masculinités, les rôles au sein de la famille, au sein de la société, si on revient un peu sur cette question du féminisme? Je trouve que ces débats sont passionnants, effectivement, mais je pense qu'ils vont très vite être obsolètes devant les crises qui vont venir dans nos démocraties. Je pense que c'est des débats luxueux, en fait, en réalité, de se demander s'il faut nous s'appeler Yel ou Ael. Le pronom Yel est apparu dans la version en ligne du fameux dictionnaire Le Robert il y a quelques jours, le 17 novembre dernier. On peut y lire qu'il s'agit d'un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mot a été créé à partir de la contraction des pronoms il et elle, et il permet de désigner une personne qui ne se reconnaît ni comme étant 100% homme, ni comme étant 100% femme. Par exemple, une personne non binaire. C'est quand il y aura plus, quand on n'aura plus d'énergie et que on sera en guerre civile. Je dis pas que ça va arriver. Ce sera peut-être des débats secondaires. Oui, je pense que c'est des débats d'enfants gâtés. Oui. Vous avez fait il y a quelques temps une chronique sur le Figaro Vox. Enfin, vous avez publié une critique ou un petit pamphlet à propos d'une campagne de sécurité routière. Tu seras un homme déconstruit, mon fils. C'est comme ça que vous l'avez appelé, ouais. En estimant que les communicants font des liens entre les stéréotypes de la masculinité et la conduite. Comment est-ce qu'on explique que 84% des auteurs d'accidents de la route et 8 morts sur 10 soient des hommes s'il n'y a pas de lien? Non, mais moi je dis pas que ça n'a pas de lien avec la masculinité. D'ailleurs, d'abord parce que les hommes conduisent plus. Ils sont dans des métiers, effectivement, notamment tous les artisans, etc., qui conduisent énormément, qui prennent énormément la voiture. Ils sont dans des métiers qui font qu'ils prennent plus souvent la voiture. Après, peut-être qu'effectivement, ils ont un rapport différent au risque. Il y a peut-être effectivement, mais en fait, moi, ce qui me frappait dans ce clip, c'est la déconnexion. Enfin, comment dire, déjà, je pense que c'est complètement inefficace. C'est pas en déconstruisant la masculinité qu'on va avoir un effet sur les politiques de sécurité routière. C'est une espèce on est toujours dans le symbolique, dans l'hyper symbolique plutôt que dans le pratique. Je pense que ce qui a eu un effet sur l'impact de la sécurité routière, ce sont distribuer des alcotests, faire des campagnes contre l'alcool et les stupéfiants, réduire la vitesse ça a eu un impact majeur. Là, c'est juste encore une fois des débats luxueux où on espèce c'est des grands schémas intellectuels de déconstruction. D'abord, ça ne marche pas la déconstruction. Je pense que la masculinité et la féminité existeront toujours et qu'on ne peut pas les déconstruire. Et on peut effectivement éduquer. Moi, je ne suis pas contre. Je cite d'ailleurs dans cet article le poème de Kipling, Tu seras un homme, mon fils, qui est pas un poème. C'est pas un poème de déconstruction, mais c'est un poème qui montre une virilité qui n'a rien à voir avec une virilité brutale, une virilité conquérante, une sorte de masculinisme. Il dit un homme, c'est aussi à la fois la fragilité et le courage, le risque et la faiblesse. Enfin, c'est un très beau poème, mais je n'aime pas cette espèce de slogan et d'injonction à la déconstruction, parce que d'abord, je pense qu'ils sont inefficaces, qu'ils sont idéologiques et qui prétendent finalement abolir la masculinité là où il faudrait au contraire l'éduquer. Est-ce que c'est pas simplement la réinventer? Quand on parle de déconstruire, c'est-à-dire déconstruire, c'est pas. On n'invente pas. On ne réinvente pas l'homme. On ne réinvente pas l'homme. C'est pour ça que je suis conservatrice. Je ne crois pas à l'homme nouveau. Je ne crois pas à la réinvention de l'homme. L'homme est l'homme et il sera toujours l'homme. Il y a une nature humaine et il y a notamment, je pense, des différences biologiques entre les hommes et les femmes qui ne se déconstruisent pas d'un trait de plume, comme on l'imagine, comme les révolutionnaires imaginaient en 1793 pouvoir effacer d'un trait de plume le vieil imaginaire de leurs ennemis. Je pense qu'il y a des données biologiques qui font que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Effectivement, ils n'ont pas le même rapport, par exemple, au risque. Ils n'ont pas le même rapport au sexe. Ils n'ont pas le même rapport à la violence. Mais ce n'est pas une construction sociale. C'est une donnée anthropologique, une donnée naturelle. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit s'y résoudre.
Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dire « Ah bah super les gars, soyez violents ». Surtout en tant qu'État, quand c'est le rôle de protéger les citoyens. Oui, parfois, on a besoin de la violence des hommes. Quand le pays est attaqué et qu'il s'agit de mobiliser les hommes pour aller se battre, je peux vous dire qu'on a besoin de la violence des hommes. Et que je peux vous dire qu'en Ukraine, on ne déconstruit pas les hommes actuellement. Qui fait la guerre, c'est aussi une masculinité qu'on pourrait remettre en cause. Ce que je vous dis, c'est que je pense qu'il y a une appétence naturelle à la violence plus forte chez les hommes. Simplement, tous les travaux civilisationnels, c'est soit quand on en a besoin, parce qu'on est en guerre, l'exciter, s'en servir, et quand on est en paix, en civilisation, justement, la lisser, l'éduquer. Par exemple, la galanterie à la française est un summum de civilisation. Aujourd'hui, les féministes qui vous disent que la galanterie et la violence masculine, finalement, c'est un continuum qui va d'un grand tout qui est la masculinité toxique, c'est faux. La galanterie, c'est au contraire, c'est l'anti-masculinité toxique, c'est la masculinité domptée, dressée, qui accepte de se brimer, de s'affaiblir face à la femme. Donc c'est un chef-d'œuvre de civilisation. Et donc je crois que par exemple, moi je considère que c'est une aberration l'éducation non genrée. Parce que je considère qu'il y a des différences entre les petits garçons et les petites filles, et qu'au contraire, il faut prendre en compte ces différences. Par exemple, on dit « Ah, les petits garçons se battent dans la cour de récré, c'est parce que c'est une construction sociale ». Non, ce n'est pas une construction sociale. Ils ont une appétence pour la violence plus forte. Mais tout le travail, justement, ça va être de dire aux petits garçons « Non, vous ne devez pas vous comporter comme ça ». Donc avoir un discours spécifique sur la violence masculine. Donc ne pas les éduquer comme des filles, mais au contraire, avoir un discours qui réponde à leurs propres besoins et à leurs propres, tentations. Et je serais pour justement une éducation genrée parce que je pense que les filles et les garçons ne sont pas les mêmes. Mais c'est une super vidéo ça. Et si vous pensiez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et nous inciter à en produire encore plus? Allez, on continue. Je pense pas qu'aucune féministe souhaite revenir au temps des cavernes ou privilégie à la galanterie à la française la version tchétchène de l'enlèvement Elle pense que dès d'une femme. le temps des cavernes, il y avait déjà le patriarcat et que les hommes préhistoriques privaient les femmes préhistoriques de viande et que c'est pour ça que les hommes sont devenus musclés et pas les femmes. Pourquoi les femmes font-elles entre 6 et 18 cm de moins en moyenne dans le monde que les hommes? Eh bien parce que nous avons été privés de nourriture et ce depuis la nuit des temps. Ce qui est une aberration totale du point de vue de l'évolution, mais certaines féministes le prônent parce qu'elles sont tellement dans un constructivisme social, c'est-à-dire l'idée que toutes les différences entre hommes et femmes seraient des constructions de la société qui n'auraient pas finalement de fondement biologique. Elles sont obligées de remonter jusqu'au temps des cavernes pour expliquer le dimorphisme sexuel, alors que le dimorphisme sexuel entre hommes et femmes et entre masculin et féminin se retrouve dans quasiment toutes les espèces mammifères. Mais il ne s'agit pas nécessairement de remettre en question jusqu'au dimorphisme sexuel. Quand on travaille à déconstruire, c'est simplement prendre des briques qui constituent la théorie du genre telle qu'elle a été, la théorie du genre, remettre en question et contextualiser. L'idée de genre telle qu'elle est définie par Judith Butler va jusqu'à la remise en cause du dimorphisme sexuel, puisqu'elle considère que la différence biologique des sexes n'a pas de la binarité biologique des sexes n'a pas de validité, que c'est une projection sur des données anatomiques qui sont elles-mêmes floues. Donc je suis désolée, derrière, au nœud de la théorie du genre, il y a cette idée que toute différence entre les hommes et les femmes est une construction sexuelle au service de la domination masculine. Et c'est bien ça que moi je trouve aberrant. Alors le schéma de la famille nucléaire aujourd'hui, il a encore du sens du coup selon vous? Homme, père, mère, Alors, enfant. non, mais je dis pas moi que deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas éduquer un enfant, ne peuvent pas en prendre soin, ne peuvent pas être des bons parents. Qu'on entend bien ça. Simplement, je pense qu'à l'origine de tout être humain, il y a un mâle et une femelle, un père et une mère, effectivement, et que vouloir cacher à des enfants à naître cette origine est problématique. Après, je ne mets pas en cause l'éducation, la capacité d'éducation, par exemple, des couples homosexuels d'un enfant. Ça, c'est vraiment pas mon ce qui me dérange, c'est de dire qu'on peut fabriquer un être humain sans avoir à la fois un masculin et un féminin, parce que nous sommes tous le fruit d'un père ou d'une mère, c'est biologique en tout cas. Je voudrais vous faire réagir à un autre extrait qui est une réaction de Bettina Azurli, une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, à votre prise de parole sur l'émission C'est ce soir, le 4 octobre 2023, à propos de la natalité et des enfants. 30% des femmes en âge de procréer en France qui n'ont pas d'enfants ou ne souhaitent pas en avoir, c'est l'épanouissement personnel. Et c'est aussi un discours, je pense, qui est porté dans l'espace public, médiatique, un discours d'un certain féminisme qui associe la maternité à une forme d'aliénation, à un manque d'émancipation, à des pertes de liberté, et l'enfant finalement comme un poids. Et c'est d'ailleurs très présent depuis Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe. Elle associe clairement
l'engendrement et une forme d'aliénation. Et je pense que ce discours porte, notamment chez les jeunes femmes, et je pense qu'il est délétère parce que le fait même que nous nous posions collectivement ce soir à la question à quoi bon faire des enfants est pour moi un symptôme, si ce n'est de décadence, ou en tout cas de malaise civilisationnel. Alors, il s'agirait d'arrêter de vouloir reprendre à votre compte antiféministe ce qui est pour beaucoup d'entre nous un non-désir simple. Le fait de pas vouloir d'enfants, c'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, on est enfin en train d'entrer dans l'ère du vrai choix d'avoir ou non des enfants. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est simplement des milliers de femmes qui se défont de l'injonction à faire des enfants. Car le désir d'enfant n'est pas universel. L'instinct maternel non plus. Mais ça, bizarrement, on ne l'entend jamais dans vos discours. Qui oblige les femmes à faire des enfants aujourd'hui? Qui? Comment on peut tenir des discours? Comment on peut dire qu'il y a une injonction à la maternité dans notre société? Là, quand on est une femme qui arrive vers 30-35 ans, on a quand même tout l'entourage qui pose la question de les enfants, les relations. Non, mais c'est pour quand il n'y a pas d'injonction à la maternité aujourd'hui, il y a une désinjonction. Une injonction, c'est pas une contrainte ou c'est pas une loi. C'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont des enfants de plus en plus tard parce que justement les contraintes professionnelles font qu'on leur demande justement d'être hyper actives au moment où elles sont le plus fécondes, entre 20 et 35 ans. Et qui leur demande? À la société, justement. Ah, donc il y a une injonction à être hyper active, mais pas d'injonction à faire des enfants. Il y a une injonction au fait de ne pas faire des enfants, je pense, dans notre pays, bien sûr, beaucoup plus. Parce qu'effectivement, on demande, il y a la performance économique est exigée des femmes avant tout. C'est compliqué de travailler, d'avoir des enfants aujourd'hui. C'est très compliqué. Donc pour moi, il y a plus des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est pas les femmes qui décident de s'emparer de ce besoin de performance économique parce qu'elles travaillent depuis un siècle? Je n'invente rien parce que le désir d'enfant en France, quand vous interrogez les femmes dans les sondages, elles disent qu'elles veulent avoir 2 enfants et l'indice de fécondité en France c'est 1,8. Donc elles ont moins d'enfants qu'elles n'en désirent. Donc cette démonstration est tout simplement fausse. Après qu'il existe des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, moi je le respecte absolument. Je n'ai jamais écrit un livre en disant faites aux gens faites des enfants. C'est eux qui écrivent des livres pour dire ne faites pas d'enfants. C'est eux qui culpabilisent en mettant les bilans carbone quel bilan carbone coûte un enfant pour dissuader les gens d'en avoir. Je veux dire, pardon, mais il y a 3 ou 4 ans, on a fait à l'Assemblée nationale, on a voté le délit d'entrave à l'IVG qui interdit le fait de culpabiliser les femmes qui ont recours à l'avortement. Par contre, on a le droit de culpabiliser les femmes qui ont des enfants. Voilà, c'est tout ce que je dis dans notre pays. On a le droit de les culpabiliser en disant voilà le bilan carbone d'un adulte, voilà ce que ça coûte à la planète d'avoir un enfant. Il y a un discours de child free qui est hyper culpabilisateur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui renoncent à cause de ce discours à avoir des enfants et qui se réveillent ensuite à 38, 39 ans parce qu'elles disent en fait, oui, il y a l'horloge biologique, oui, il y a des contraintes biologiques et maintenant il est trop tard et elles doivent avoir recours à des PMA, elles s'y prennent beaucoup trop tard et moi je pense que c'est un discours qui est catastrophique pour beaucoup de femmes parce que quand elle dit d'ailleurs que l'instinct maternel n'existe pas, c'est très discutable. Je sais qu'Elisabeth Badinter a fait un livre pour dire que ça n'existait pas. Elisabeth Badinter, vous avez titré votre livre « L'amour en plus » et vous sous-entendez très fortement « l'instinct en moins ». Exactement. C'est-à-dire que le sujet, c'est la femme n'aurait pas d'instinct maternel. Exactement. C'est une thèse, résumée ainsi, l'instinct maternel est un mythe. Ça n'existe pas. Et par contre, existe incontestablement un sentiment qui est l'amour. Elle n'est pas scientifique et il y a beaucoup de scientifiques qui, à partir d'expériences notamment menées auprès de singes, montrent qu'il y a une forme d'instinct de maternité très très fort qui se retrouve biologiquement, qui est dû à l'évolution, qui n'est même pas contrôlable, qui n'est pas construit socialement, mais qui est biologique, qui fait que les mères sont prêtes à se sacrifier pour leurs enfants dans des situations extrêmes, qui ont un espèce de soin d'intérêt particulier porté à leur progéniture. Ça c'est démontré scientifiquement. Donc, je veux bien qu'on assène des choses comme ça. Et pour revenir sur votre question sur le malaise civilisationnel, oui, je pense qu'en effet, le non-désir d'enfant a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas fait d'enfants. Mais ça a resté une posture individualiste, parfois même dandiste, anarchiste. Mais ça n'était pas comme ça une revendication collective en disant il ne faut pas faire d'enfants parce que les enfants abîment la planète ou sont une aliénation antiféministe. Et je crois que ce désir collectif de ne pas avoir des enfants en dit long sur l'individualisme de notre société et l'absence de croyance en l'avenir, en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que, vous savez, le baby-boom, il a commencé en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que des gens qui étaient dans des conditions 1000 fois pires qu'aujourd'hui, 1000 fois pires que nous,
on se sont mis à faire des enfants. Et nous, encore une fois, on vit quand même dans des conditions relativement confortables et nous avons peur, une défiance dans l'avenir qui, à mon avis, est tragique. Est-ce que le féminisme ne consisterait pas à laisser simplement aux femmes le choix ou d'exercer une carrière professionnelle ou de faire des enfants ou les deux? Moi, je suis pour le choix, bien sûr. Et d'ailleurs, je suis pour le choix aussi qu'on arrête de culpabiliser les femmes au foyer, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, s'il y a des personnes qui sont discriminées en France, c'est bien les femmes qui décident d'être femmes au foyer. Pour le coup, on leur demande dans tous les dîners en ville, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous êtes femme au foyer? Bon, la plupart des femmes au foyer, elles font pas de dîner en ville parce qu'elles n'ont pas choisi non plus d'être femmes au foyer. Non. Aujourd'hui, la plupart des femmes au foyer, elles l'ont choisi. Parce que, oui, c'est un choix. Vous regarderez encore une fois les sondages, beaucoup de femmes l'ont choisi. Beaucoup de femmes d'ailleurs aimeraient être femmes au foyer, mais ne le peuvent pas parce qu'elles sont obligées de travailler. Probablement. Elles sont obligées de travailler. Beaucoup de femmes d'ailleurs aimeraient être femmes au foyer, mais ne le peuvent pas parce qu'elles sont obligées de travailler. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit un vrai choix, effectivement, et qu'on ne culpabilise pas les femmes qui ont recours en disant vous n'êtes pas des féministes, vous n'êtes pas émancipées, vous reproduisez des vieux schémas patriarcaux. Je suis pour un vrai choix. Moi, je ne suis pas femme au foyer, je travaille. Je connais d'autres gens qui sont femmes au foyer et je respecte ce choix parce que je pense que c'est pas du tout aliénant de s'occuper de ses enfants et je les admire même parce que franchement c'est un sacré boulot d'éducation et elles font du bien à la société ces femmes-là. Vous connaissez la métaphore du pot de yaourt? Non. C'est dans la répartition au sein d'un couple hétérosexuel un peu traditionnel dans lequel il y a un homme qui dit moi j'ai un meilleur revenu, je vais prendre la dépense sur la voiture et toi tu feras les courses parce que tu as un peu moins de revenus. Et puis quand ils se séparent après quelques années de vie ensemble, la propriété de la voiture c'est l'homme qui l'a puisque c'est lui qui l'a acheté, elle est à son nom et la femme elle repart avec ses pots de yaourt. Est-ce que il n'y a pas un petit peu un risque pour les femmes au foyer de ne pas avoir cette indépendance, cette autonomie à laquelle les femmes ont aspiré et qu'elles ont cherché aussi à avoir pour se protéger d'un abandon potentiel. Non, mais moi je suis pas. Surtout à une époque où le divorce étant libéralisé, c'est plus facile, il y a moins de pression de société et une protection peut-être moindre des femmes. Après, moi je suis pas pour que les femmes soient absolument même au foyer. Je pense qu'il faut leur laisser le choix et que moi je serais pour même une forme de rémunération pour qu'elles puissent justement obtenir par un salaire maternel ou par exemple l'augmentation du congé parental, par exemple, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Mais j'estime que le travail qu'elles font dans l'éducation des enfants, et puis souvent d'ailleurs les femmes au foyer font multiples activités associatives, elles sont aidantes, j'aime pas trop ce mot, mais elles sont aidantes pour les personnes âgées, leur entourage, etc. Donc elles font un travail qui devrait être reconnu et peut-être même rémunéré par la société. Et effectivement, qui est ensuite lors des séparations, effectivement, évidemment, moi je suis pour protéger les femmes, mais j'observe qu'aujourd'hui on a un problème énorme dans la société qui sont ces familles monoparentales qui sont à 75% des femmes. Et donc le divorce, effectivement, a été célébré comme une immense libération par le féminisme, mais ça aboutit, je ne dis pas que je suis contre le divorce, attention, mais on peut voir les conséquences aussi des grandes libertés qu'on s'octroie. La conséquence, c'est qu'il y a aujourd'hui 75% des familles monoparentales qui sont des femmes. Je ne suis pas sûr que le lien de causalité soit très pertinent statistiquement. Je n'ai pas toutes les statistiques sur les familles monoparentales, mais à mon avis, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées et qui qui ont des enfants parce qu'il y a une lâcheté aussi de la part de certains hommes qui sont des pères. Ça, il faut mettre en avant. D'ailleurs, il faut aussi... Mais on l'a vu d'ailleurs pendant les émeutes pendant les émeutes de juillet dernier. Je crois que 75% des émeutiers appartiennent à des familles monoparentales qui sont elles-mêmes des familles avec que des femmes. Donc il faut effectivement pointer du doigt ces pères qui abandonnent les familles et c'est un peu ça je pense que par exemple quand je dis que je suis conservatrice, c'est que je pense que le mariage on l'a un peu balayé après mai 68 en disant c'est une institution ringarde, religieuse, patriarcale, qui oppresse les femmes. Mais ça avait aussi sa raison d'être, ça protégeait les femmes. Le mariage protégeait les femmes. C'était aussi une manière d'attacher l'homme à un foyer, parce que vous savez qu'il n'y a pas de père dans la nature. Mater certa est, la mère est toujours sûre parce que l'enfant sort d'elle, évidemment. Le père n'existe pas dans la nature. Le père, il est créé par le mariage et par le droit. C'est le mariage qui fabrique des pères en réalité. Et donc, ce n'était pas une idée à la con, le mariage. C'est une idée qui a été inventée par nos ancêtres, qui ont mûrement réfléchi et qui, effectivement, après, on a considéré que c'était une vieille tradition obsolète. Plus personne ne se marie aujourd'hui, très bien.
acceptons aussi de voir les conséquences. On parle de famille, l'éducation des enfants à la vie sexuelle et affective. C'est quoi, selon vous, une bonne éducation et d'ailleurs aux réseaux sociaux aussi, est-ce qu'il faut éduquer les enfants avec une forme, je dirais, de traditionnalisme très axé livre, très loin des écrans, peut-être relativement pudique, peut leur parler d'éducation sexuelle et est-ce que c'est des sujets distincts? C'est quoi une bonne éducation pour des enfants? Moi, je pense que sur l'éducation sexuelle et affective, je pense que c'est un sujet important qu'il ne faut pas l'abandonner à Netflix et au planning familial. Je pense qu'il faut s'en saisir, qu'il faut en parler aux enfants dès qu'ils en ont la maturité. Et je pense qu'il faut, pour moi, une urgence absolue, c'est la question de la pornographie, qui aujourd'hui emplit les imaginaires enfantins très tôt et qui est absolument une catastrophe pour la sexualité et pour les femmes. Alors, je regardais, je crois qu'il y a 1/3 des enfants en 6e qui ont déjà vu du contenu pornographique. C'est pas normal? C'est pas normal. Il y avait déjà des cas de harcèlement sexuel qui arrivaient en 6e. J'étais prof, c'était hallucinant. On est censé enseigner aux jeunes l'éducation sexuelle et on leur enseigne la reproduction. Si on leur apprenait le consentement, le genre, l'amour et ce genre de choses, peut-être que à ce moment-là, on arriverait à des enfants capables de prendre un tout petit peu de recul. Enfin, faut pas se leurrer, le porno féministe, c'est pas pour demain. Et la pornographie est essentiellement, sont essentiellement des images d'esclavagisation des femmes, de domination des femmes. Et pendant très longtemps, je le regrette, cette question n'a pas été prioritaire pour le féminisme parce qu'au nom d'une forme de libération sexuelle, il ne fallait pas critiquer le porno parce que c'était la liberté, parce que c'était il fallait pas être puritain, pudibond, c'était les vieux catholiques conservateurs qui s'occupaient de cette question. Et ils ont eu tort parce que le porno, et d'ailleurs je célèbre le rapport du Haut Comité à l'égalité homme-femme qui cette année a sorti un rapport contre le porno et je dis enfin c'est bien parce que les années précédentes ils nous mettaient des rapports sur l'écriture inclusive et la représentation des femmes dans les médias. Là je pense qu'effectivement il touche à un sujet qui est majeur et je me félicite qu'enfin le féminisme s'empare de cette question du porno et qu'il n'en fasse pas une question d'arrière-garde. C'est effectivement majeur quand vous avez des jeunes dont le premier accès à la sexualité se fait par des images pornographiques qui véhicule une image de la femme absolument déplorable, ça a des conséquences terribles dans le rapport homme-femme. Et on peut proclamer tous les droits qu'on veut, faire la révolution féministe, quand vous avez toute une cohorte, une génération qui a accès au porno, vous détruisez tout en fait. Tous ces grands discours sont balayés en fait par ça. C'est vrai que Playboy est né après dans les années 70, après la libération sexuelle. Bien ça sûr. a été assez vite récupéré par l'industrie pornographique, d'ailleurs dirigée par des hommes. Bien sûr. L'objectif, c'est ça le paradoxe de l'émancipation féminine. D'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, le concours de Miss America est né la même année du droit de vote des femmes aux États-Unis. Donc, il y a à la fois à mesure que les femmes gagnent leur émancipation, elles sont aussi objectivées parce que bien souvent, en fait, on oublie que il y a le libéralisme sociétal et le libéralisme économique marchent souvent de pair. Et d'ailleurs, on parle d'éducation. L'éducation à la technologie aussi, aux réseaux sociaux, je voudrais un petit mot là-dessus. Vous avez fait une chronique sur Europe 1 récemment, il y a 6 mois, vous disiez « En France, nous préférons gérer les vestiges du socialisme plutôt que nous préparer au défi du transhumanisme ». C'était la phrase de conclusion d'une chronique sur la révolution de l'intelligence artificielle qui bouleversera plus notre société que la réforme des retraites, qui a été pourtant le sujet principal avant le ChatGPT dans la presse nationale en France. En tout cas, c'est votre opinion. Comment est-ce qu'on fait pour appréhender l'évolution technologique, le potentiel transhumaniste vers lequel se pousse la Silicon Valley, ou en tout cas une partie peut-être, et comment est-ce qu'on éduque les enfants à la technologie, au réseau, et comment on leur appréhende ça? Mais je crois que c'est majeur. Je vous parlais tout à l'heure de l'écologie de l'immigration. Je crois que le troisième défi, c'est effectivement le numérique et la submersion numérique dans lequel nous vivons, qui est une espèce de flux de contenu absolument monstrueux dans lequel nous sommes noyés en permanence, où nous sommes tellement noyés que nous n'avons même plus la capacité de faire des choix. Nous avons tellement de choix que nous sommes bloqués dans nos choix. C'est vraiment le summum du libéralisme, en fait, de la liberté de choix tellement absolue qu'on ne peut même plus choisir. Et je crois qu'il va falloir faire une éducation au choix. Moi, sur la question des écrans, je pense qu'il faut effectivement, dans un monde en fait, où tout est numérique, paradoxalement, il va falloir
protéger justement les enfants du numérique parce que ce qui va compter dans le monde de demain, c'est justement, ce sera même plus la capacité à manier, à manier le numérique. On aura moins besoin d'ingénieurs, paradoxalement, comme on a vu, de philosophes ou de gens qui connaissent les humanités, parce que tout le reste sera remplacé par des robots. Donc ce qui ne pourra pas être remplacé, justement, c'est les humanités, c'est les lettres, c'est la capacité, l'écriture, c'est tout ce qui échappe justement au domaine de l'ingénierie et du robot. Enfin ça, c'est dans un paradigme dans lequel les énergies fossiles continuent de nous permettre une productivité égale, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'agriculteurs. Oui, voilà. Mais non, mais c'est ça, on aura besoin, les robots vont remplacer, en fait, non mais c'est ça, on aura besoin d'intello et de force physique, parce que les robots ne remplaceront pas la force physique. C'est d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais si Jean Covici dit bien, il faut... c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cols blancs qui vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Par contre, on aura toujours besoin de mecs sous-payés qui apportent des Deliveroo, qui pédalent sur un vélo pour apporter du Deliveroo ou à des gens des métropoles. Par contre, ce ne sera pas des robots qui nous l'amèneront. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, c'est pour ça que c'est un défi immense. Sur le numérique, moi je pense que l'école doit être un sanctuaire absolu du numérique. Je pense qu'il faut chasser les écrans des écoles. C'est vraiment une priorité absolue pour laisser une capacité, pour essayer de reproduire une possibilité de capacité d'attention des élèves dans des durées plus longues. Chasser les écrans des écoles. Et quand je vois qu'il y a encore maintenant des directeurs d'école qui installent des écrans numériques, qui distribuent des tablettes aux gamins, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est très très mauvais et que ça aura des conséquences néfastes sur leur développement, et que justement dans la guerre des intelligences qui s'annonce, il va falloir au contraire mobiliser nos capacités d'attention et la guerre des cerveaux va être plus déterminante que jamais. Et donc je pense que la priorité, oui, c'est de chasser le numérique de l'école. Pour finir, dans votre livre, et c'est la troisième partie, vous citez de nombreux auteurs, Montaigne, La Boétie, Tolstoï, Dostoïevski, Christina Campo, George Eliot, Peggy. Vous semblez attaché à ces figures du passé, à ces écrivains. En quoi sont-ils actuels ? Ils ont chacun leur manière d'être actuels. Mais je crois, en fait, j'ai pas voulu faire un livre. Je ne veux pas d'ailleurs dans mon exercice journalistique hebdomadaire au Figaro quand j'écris des chroniques, je ne veux pas être que dans la critique et dans la déploration du monde tel qu'il est. Donc vous reconnaissez que vous l'êtes ? Non, je ne veux pas que l'être, justement. Mais vous l'êtes pas un peu ? Je le suis un peu, oui. Je suis pas. Je critique effectivement certaines phases de notre postmodernité. Ça, c'est une évidence. Et je suis dans le combat. J'aime bien ferrailler, c'est aussi mon caractère. Voilà, j'aime bien débattre. Mais je pense qu'il y a aussi, on a énormément besoin d'admiration. Et l'exercice d'admiration est souvent d'ailleurs plus difficile à faire que celui de la critique, parce qu'il est facile de démolir, il est difficile de créer. Il est facile de critiquer, il est difficile d'admirer. Et donc j'ai voulu laisser une place à l'admiration pour effectivement des figures à la fois présentes, parce qu'il y a aussi une partie sur des figures contemporaines, vous les avez citées tout à l'heure, et du passé, parce que je crois qu'on a besoin de... C'est à ça que servent les grands auteurs, c'est de nous éclairer aujourd'hui, de pouvoir nous donner une profondeur dans notre analyse du présent, et tout simplement aussi de nous décentrer aussi parfois de l'actualité en nous faisant toucher à des questions universelles qui touchent à l'âme humaine, et c'est ça que j'admire dans la littérature, qui à mon avis est un problème de notre temps, c'est la littérature, c'est à la fois l'universel et le particulier, c'est à la fois des grands sujets qui ont toujours touché l'humanité dans toute l'universalité, et en même temps une manière de les décrire qui touche par le particulier des personnages que l'on suit. Or aujourd'hui, dans une société qui renie l'universel puisqu'on est enfermé dans nos identités victimaires, et qui renie le particulier parce qu'on n'a pas affaire à des individus, mais à des tribus, à des clans. Et je crois que c'est ça que nous permet la littérature, c'est de retrouver à la fois l'universel et le particulier. Merci Eugénie Bastier. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. On espère qu'elle vous aura plu, intéressé, intrigué. Pensez à débattre dans les commentaires avec respect et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. C'est très important. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.